Le hip-hop, c'est une musique créée par des gens qui n'avaient pas le droit de faire de la musique, enfin qui ne s'en sentaient pas le droit, la légitimité. Ils ont inventé leur destin, ils ont risqué leur vie pour ça. Moi, j'ai grandi à la campagne, déjà, vraiment à la vraie campagne, au centre de la France, dans le Lot, loin de toute grande ville. Donc, j'ai pris, on va dire, la comète hip-hop avec le retard de la... Non, mais pas vraiment. Mais en fait, moi, j'ai découvert ça ado dans les années 90. Et c'est vrai, en tout cas, que moi, ça a été extrêmement important dans ma vie et assez bouleversant. Voilà. Je venais d'une culture plutôt rock, plutôt chansons engagées, chansons françaises. Mes parents, c'était... mon père, il écoutait les Pink Floyd, Léo Ferré et tout ça. Et c'est vrai que ça a été un prolongement naturel, à la fois de la colère adolescente et de cette tradition quelque part de la chanson à texte avec l'énergie de l'électro et du punk. Et donc moi, ça a été très, très, très important dans ma vie, dans mon adolescence. J'ai grandi à Paris, quartier Montparnasse, et plutôt culture rock, punk rock ou rock années 70 aussi, beaucoup. Et en fait, j'ai découvert le rap un peu plus tard, plus vers 20 ans. Mais je pense que ce qui m'a vraiment touchée, et notamment chez NTM, c'est le texte, en fait. C'est la dimension contestataire, rebelle. Donc, prolongement aussi, vraiment de la culture rock. Moi, j'ai grandi en Tunisie, donc, ces sons nous arrivaient via la radio, enfin les radios un peu indé. Moi j'étais très jeune, j'étais au conservatoire, je faisais du piano, donc c'est vrai que c'était pas une musique que j'écoutais beaucoup, mais à la radio je me rappelle avoir toujours eu une forme de curiosité. Je trouvais qu'il y avait une énergie incroyable, il y avait un impact, une énergie, un rythme assez incroyable dans le flow, la manière dont il lisait les textes, donc et après, quand je suis venu à Paris, et surtout avec la série, j'ai refait un peu l'historique et je me suis beaucoup plus intéressé à la musique. En tant que créateur, c'est notre première série. Et on arrive avec cette culture du score, la dimension cinématographique d'une partition musicale. Et c'est l'ambition qu'on a pour la série. Et comme c'est une série qui elle-même est musicale et qui raconte une histoire d'un mouvement, on sait qu'il y a un enjeu vraiment fort sur la musique, et qu'il va falloir que ça dialogue, et il va pas falloir que ce soit redondant. Donc on était convaincus déjà dès le début que le score de cette série pouvait pas être littéralement hip-hop. Nous, cette série, on l'a écrite, on l'a conçue vraiment en partant d'entretiens avec avec les gens qui ont vécu cette histoire, en tout cas ceux à qui on a pu parler, ceux qui nous ont ouvert leurs portes. Donc en fait, cette série, on l'a écrite en parlant énormément avec Cool Chain, avec Joey Starr, avec Dynasty, avec des gens qui avaient connu les divas, etc. Donc on avait parlé de beaucoup de musique en amont de la création pure de la série, c'est-à-dire au moment d'écrire les textes. Donc on avait à la fois beaucoup de repères sur ce qu'allait être la musique de la série, sur ce qu'allait composer les sonorités, et on savait que en fait il fallait que la musique elle soit le score à proprement parler soit quelque part de notre côté. Nous on est deux réalisateurs, on a reçu la culture hip-hop en pleine figure, elle nous a traversé, mais on n'a pas été des acteurs de cette culture, on n'a pas été des gens qui avons porté cette culture là. On a un point de vue dessus, on est du côté du cinéma, on met en scène, on écrit, on dialogue, et en fait cette musique pour nous c'était un prolongement de ça. Donc quelque part le musicien avec qui on voulait travailler, c'était quelqu'un qui était avec nous et qui portait un regard qui prolongeait notre regard, qui prolongeait notre travail. Il s'agissait pas de faire de la musique hip-hop, il s'agissait pas de recréer des samples, il s'agissait d'être du côté du metteur en scène, donc du côté de la fiction. Donc prendre en charge des émotions, de la tension, et en même temps être cohérent, s'insérer dans une cohérence par rapport aux couleurs, par rapport aux sonorités, esthétiquement la manière de penser cette musique-là. Parce que, moi, je venais du classique, donc en gros, papier, crayon, gomme et mélodie, harmonie et puis couleur, orchestration. Il fallait que je mette ça de côté, que j'essaye de m'approprier leur manière de réfléchir à la musique, à savoir sampler, à savoir aller piocher des samples dans d'autres musiques que eux aimaient et les triturer, les passer dans des machines et du coup en fait je me suis samplé moi-même en fait. J'ai travaillé
des musiques de moi que j'ai resamplées. C'est comme ça que j'ai pu écrire l'Oscar, parce que je me rappelle depuis le début, les deux ils voulaient pas être violents, donc il fallait revoir la manière dont j'écrivais ma musique. Oui, disons qu'un de nos préceptes de départ, c'était le côté rock'n'roll, quoi. C'est-à-dire qu'il fallait que cette musique, elle soit rock'n'roll dans l'énergie, punk dans l'esprit, qu'elle incarne en fait ce qu'a été ce mouvement. Et en effet, il fallait plutôt pour Amine se remettre en question sur ses bases et essayer de s'approprier la manière dont eux-mêmes, en effet, on pense à la musique alors qu'ils en avaient pas fait, qu'ils savaient pas en faire. C'est ça qui est hyper intéressant. Ouais, pour moi c'était comme si je faisais de la peinture en dessinant, et maintenant il fallait faire du collage. La musique hip-hop de cette génération, c'est des gens qui assemblent des choses qui se ressemblent pas, qui font se rencontrer des gens qui devraient pas se rencontrer. Les NTM, quand ils arrivent au studio de la Grande Armée, qu'ils rencontrent les producteurs de ces studios, c'est des mondes qui se rencontrent, qui ne se sont jamais parlé. Quand ils samplent plus tard Chopin, d'un coup, la classique qui rencontre la musique hip-hop, l'électro qui rencontre le rock et la funk. Enfin, ils ont créé des rencontres, et quelque part, nous, on vient pas d'univers opposé, mais quelque part, il y a quelque chose qui s'est écrit comme ça dans la musique de la série. On avait énormément de niveaux de musique à gérer, des gens qui allaient en faire, en acheter, en synchroniser, en recréer, en réinventer d'après la musique originale, etc. Il y a des gens, donc c'était un truc de fou. On a parlé avec Noodles, avec Pascal Meyer, qui a été notre interlocuteur, qui nous a dit vous devriez rencontrer Amine. Je pense que vous allez vous entendre, mais c'était pas s'entendre au sens complaisant du terme. C'était pas vous allez vouloir la même chose. Vous allez pouvoir vous entendre pour créer quelque chose ensemble, tout autant dans la tension. Enfin, je veux dire, tu veux faire de la musique classique, nous on adore, mais il faut pas que cette noblesse de la musique classique, elle vienne comme une sorte d'ornement qui vient écraser, d'embourgeoisement du récit, ou qui vient écraser le propos. Par contre, la noblesse des sentiments de nos personnages, elle ressemble à la noblesse de cette musique. Donc nous, on croit que c'est des gens qui sont animés par des grands sentiments. Donc on peut leur donner des grands instruments et des grandes mélodies. Mais il faut la contrarier parce que c'est des gens rock'n'roll qui sont, etc. Donc en fait, ça a été beaucoup de collage, pas pour affaiblir la musique, mais pour la rendre dynamique et aussi, inattendue quelque part que cette époque dont on parlait. Ça paraissait évident pour nous que sur le générique, qui allait vraiment être un peu la matrice de la série, il fallait qu'on fasse collaborer Dynasty et Amine, quoi, parce que c'est vraiment, c'est les deux piliers de la musique de la série. Il faut dire que Dynasty, ça a été quand même une personne très importante dans toute la construction musicale de la série. Déjà, il a son personnage dans la série, donc c'était entendu avec lui qu'à chaque fois que son personnage allait jouer de la musique, ça allait être la sienne. Donc il a recomposé en fait des morceaux équivalents à ce qu'il aurait composé dans chaque épisode en tant que producteur de musique, que DJ, qu'il a beaucoup recomposé pour nous, Daniel. Ça a été aussi un conseiller en musique avec Noodles. Il a beaucoup collaboré avec Noodles parce que nous, en fait, par rapport à chaque épisode et chaque année que ça représentait, on avait une idée assez précise des morceaux que nos personnages écoutent ou entendent à la radio ou qui passent. On faisait des choix, mais ces choix-là, parfois, on pouvait pas se les offrir parce que c'est des morceaux trop chers ou trop compliqués à clearer. Et du coup, Daniel nous a beaucoup aidé à trouver aussi des équivalents abordables financièrement et qui étaient vraiment dans l'esprit de l'époque. Et puis, côté Amine, ce qui est très important en fait et qui a beaucoup construit toute notre réflexion, c'est Chopin quand même. Oui, on en parlera peut-être. C'est vraiment une envie des metteurs en scène. Ils voulaient que ça soit quelque part le thème de l'amitié de Bruno et Didier. C'est ce qui les rassemble. Je me rappelle encore des sessions de travail avec Catel et Elie. On faisait des trucs et on ressemblait des choses et on refaisait. Et non, ça, ce son est intéressant, ce son est pas intéressant. Et comment utiliser le gimmick de Chopin du prélude dans ce générique sans qu'il soit très identifiable. Enfin, en l'épissant un peu. Enfin.
That's My People, le morceau dont est issu le sample, c'est le morceau qui est presque le morceau ultime d'NTM. C'est-à-dire, c'est vraiment quelque part le plus grand morceau du dernier album. Donc quelque part, il y a quelque chose de conclusif et quelque part, c'est la destination de ce groupe, c'est la destination de cette histoire. C'est aussi un morceau pour moi qui raconte, enfin pour nous, qui racontait énormément ce qu'était ce groupe, c'est-à-dire un groupe qui raconte des choses, des gens qui parlent. C'est un morceau That's My People qui a un texte genre juste quasiment sublime au niveau de la production de rap, c'est-à-dire que il y a à la fois la dimension politique, biographique, il y a une historicité, c'est un morceau qui raconte une histoire des gens qui font cette musique, et avec une dimension à la fois révoltée, rebelle et mélancolique. Donc il y a quelque part, c'est la quintessence du rap. Ce sample de Chopin, il est aussi emblématique de quelque chose, c'est les rencontres qu'ont permis cette musique. C'est-à-dire, cette musique du rap, elle est faite de plein d'influences différentes, et d'un coup revenir jusqu'à Chopin, pour nous c'était, il y avait quelque chose d'une mise à nu, de quelque part, on n'est plus que sur un piano qui raconte quelque chose de très fébrile et en même temps de très entêtant, de très fort. Donc on avait cette idée que quelque part on partait de la fin, on revenait au début, il y avait ce sample qui se construisait, et c'est comme si Amine d'un coup il venait réécrire la musique de Chopin. Donc ça c'est le côté le hip-hop qui réécrit les musiques en se servant de la musique des autres, et en même temps cette musique elle se construit. Il y a ces quelques notes du générique qui vont revenir discrètement épisode par épisode et construire le sample qui finit par être celui du quelque part de l'aboutissement de ce groupe. Alors, t'es timide? C'est la scène de Dynasty quand il va voir Brigitte et il se met enfin c'est une scène extrêmement émouvante, et il se met à nu devant elle, il lui exprime tous ses sentiments, et c'est vraiment une utilisation motivique, hein. C'est deux notes ti-ta-ra qui peuvent être exploitées, réexploitées de manière différente, mais quand il est utilisé dans sa manière la plus évidente, ou en tout cas claire, c'est toujours associé à l'amitié de Bruno et Didier. Oui. Ça va? Putain, ça faisait longtemps. Cool. Ça va bien? Ça va? Cool. Enfin, je pense qu'on est parti du personnage de Bruno, de Cool Chain, de sa sentimentalité. Le piano, en plus, c'est vraiment l'instrument préféré de Cool Chain dans la vie. On l'a déployé sur cette idée de la rencontre entre lui et Didier, cette amitié. Donc, elle revient, en fait, quand leur amitié est mise à l'épreuve et qu'en même temps, ils se retrouvent. Il y a ce thème qui revient, et on s'était dit, progressivement, on va l'identifier, on va le reconnaître, parce qu'il est assez caché au départ. Plus on va le mettre à jour aussi, et plus il va contaminer la série et les autres personnages et créer cette notion de collectif. Ah ouais, pas mal. Ah, pas mal. Vas-y. Ah, regarde. Ouais, c'est Lopez, qu'est-ce qu'il fout là? Il a quoi sur les épaules lui? Ces metteurs en scène ont changé ma manière d'écrire la musique, et je leur suis vraiment redevable. Et c'était une idée de lier cette musique-là commence où Didier rentre dans un magasin de gants, et tout d'un coup on entend un cling, l'ascenseur, le son de cling, et lui me dit tiens, est-ce que tu veux pas reprendre ce cling-là, et on sent, enfin ça se passe, cet amorce-là commence la musique, et du coup je me dis oui, pourquoi pas. Et donc j'ai pris mon kalimba, j'ai une sorte d'instrument qui est à base de lamelles, et j'ai commencé à créer des motifs, enfin une sorte d'ostinato, de boucle
à partir de ces sons-là. Et en fait, d'Emma est née l'idée de faire des claps, enfin d'utiliser des claps avec ce kalimba-là. Donc c'est une sorte de ritournelle à base de ces sons un peu scintillants. C'est né de l'image en fait. C'est un son qui donne naissance à la musique. Ah, c'est bon là. T'es allé aux pêches? Tu t'es mis au chantier ou quoi? T'as arrêté l'école? Toi aussi tu t'y mets, non? Je t'ai vu, tu danses un peu. Cool les gants. Mais en fait, on avait un truc qui était assez génial à un moment qu'on a découvert quelque part ensemble, c'est que comme on racontait l'histoire de gens qui volent la musique des autres, qui se servent un peu partout, déjà ça nous a décomplexé. On s'est dit on a droit à tout, on a le droit de tout faire, on a le droit de tout imaginer. Et il y avait cette chose-là mélangé à une deuxième chose qui était qu'on parlait d'une naissance. On parlait toujours de la naissance de personnages à eux-mêmes ou au monde, etc. Et donc ces personnages qui naissent, ils naissent forcément en se servant des choses autour d'eux, d'un sentiment violent qu'ils ont vécu à un moment, Didier avec son père, de ce qu'ils ont entendu quand ils ont vu les danseurs au Trocadéro, des applaudissements. Ça les a marqués, quelque chose les marque de ces applaudissements et revient dans la musique après, de ce qu'on disait. Donc ils se servent de tout, mais aussi il y a cette idée que les choses naissent, donc qu'il va y avoir un son originel ou quelque chose, même pour Vivi, le son très électro, très étrange qu'a créé Amine, quelque part c'est quelque chose qui naît, qui racle un peu comme ça, comme une envie qu'elle a de sortir, d'aller graffer. Et en fait donc tout est déployé en écho de choses entre elles, le son de la bille dans la bombe, le son du pchit, le son qu'on a entendu de l'applaudissement, le son de l'ascenseur, tous ces trucs-là résonnent. C'était vraiment quelque chose qui d'un coup mêlait l'image au son, à elle-même, les personnages à eux-mêmes, à leur histoire. On glane des notes au fil du récit qui viennent se concentrer dans certains moments. Une guitare électrique qui apparaît et qui à un moment explose dans un moment de colère, etc. C'est plus cette idée de on rassemble des choses et à un moment on allume la mèche et ça explose. Ce qui était l'époque aussi, explosive, créative et encore une fois révolutionnaire entre guillemets. Tu lâches pas l'affaire, toi. Alors, on parlait du piano pour Kulchen, qui est un personnage dont on voulait révéler l'émotivité, la pudeur, quelque chose d'assez sentimental. Et sur Didier, on a aussi beaucoup cherché quel allait être l'instrument de Didier. Très vite, ce qui nous a influencé, c'est il y a la guitare. La guitare électrique. Ouais. Parce que c'est deux grands émotifs à leur manière, Bruno et Didier. Mais Didier a quelque chose qui a toujours à voir avec le côté extraverti, le côté provocateur, et le côté aussi un peu, comment dire, sinueux, un peu snake, qu'on a aussi été chercher dans les instruments. Il y a une rage intérieure qui dit, enfin, une certaine énergie. Je me souviens que Catel et Elie me disaient que, en fait, les rappeurs avaient écouté beaucoup de rock. C'est pour ça aussi qu'on a utilisé la guitare électrique pour ce côté rageux.
en termes de couleurs, en termes d'instruments, ça allait chercher. C'est un peu, ça allait chercher dans du rock, ça allait chercher dans de la soul music, dans du funk. Des fois, on a utilisé pas mal de guitares un peu funk aussi. On a utilisé énormément de sons électroniques. Je sais qu'ils m'ont dit qu'on veut pas de violents, mais il y a des violents dans la série. Mais c'est un peu caché par des effets enfin, c'est mis dans des amplis de guitare, dans des delays, dans des reverbs, c'est samplé, resamplé, rebouclé, et du coup, on sait pas que c'est, mais ça reste organique, ça reste une source acoustique, et puis il y a énormément de synthétiseurs de couleurs de l'époque, des Moog. Ce que vous disiez, quoi, la rage qui sort chez Vivi ou chez Didier, ça reste le moteur de notre recherche musicale, c'est-à-dire comment transmettre l'énergie adolescente, parce que c'est une série en fait sur la fin de l'adolescence, c'est une série de rites initiatiques, comment on devient soi-même en fait, et ça passe par cette forme de révolte. Ah ouais, celui-là on se le massacre, mec. Notre méthode, c'est d'être à 100% ensemble du matin au soir à toutes les étapes de fabrication. C'est une méthode explosive aussi, mais on a eu la chance. On n'a pas explosé. Ça n'a pas pété. Enfin, l'idée, c'est de se dire comment on fait pour faire la meilleure série possible, et on a l'impression que c'est la meilleure méthode pour le meilleur résultat, on va dire. Voilà. On avait un modèle devant nous qui était quand même, puisque voilà, on parle de dynastie, le solitaire, mais les NTM, c'est quand même le feu et la glace, même si c'est caricatural de dire ça comme ça, mais on est quand même face à un couple de musique où on imagine bien comment, et c'est vrai que nous, ce qu'on a découvert, c'est que ça se passait aussi en partie comme ça, c'est-à-dire, il y en a un qui tire le morceau vers quelque part, l'autre qui le tire vers ailleurs, l'autre qui dit attention, ça va être trop sage, ça va être trop carré, l'autre qui dit attention, ça va être trop bordélique, ça va être trop n'importe quoi, et c'est quelque part l'entente dans cette tension qui crée l'ampleur. Vous voyez, ils élargissent tout à coup le spectre du morceau. Et nous, c'est ce qu'on a essayé de faire. Et je crois que, en tout cas, on y est arrivé. On sait jamais à quoi on est arrivé. Mais ce qui était génial, c'est à trois, on élargissait tout le temps le spectre de cette musique. Et au lieu de, on l'affirmait, mais tout en lui donnant parce qu'on la tirait tous quelque part et on étendait la toile, quoi. C'était génial. Voilà. C'est beau ce que tu viens de dire. De côté, hein? Allez. Vous attendez là, les gars, je vous présente. D'accord, je vais vous demander d'accueillir le premier groupe. Il s'appelle NTM. Allez les gars, allez pour vous, allez. Ce qu'on raconte n'est pas l'histoire du hip-hop, en fait. C'est pas, ça a pas vocation à être exhaustif. Il y a plein de groupes immenses, hyper importants, dont cette série parle pas. Je pense à IAM, par exemple. Mais on est vraiment sur un endroit de l'histoire du hip-hop qui, en plus, est la géographie de l'Île-de-France, quoi. C'est une partie de l'histoire. Mais c'est vrai que comme pour l'instant, personne s'en était encore saisi en fiction, nous, ce qu'on espère, c'est que c'est un premier, c'est un premier pied à l'étrier pour que d'autres histoires se racontent, parce qu'il y en a des milliers d'autres à raconter. C'est une histoire qu'on a écrite avec eux, par eux, pour eux, et qui a été mouvementée comme l'histoire du hip-hop. On a eu un retour de Kouchen qui était hyper élogieux. Il a adoré la série et il a adoré la musique.
Ça y est, Ça, tu peux c'est- dire une lettre. Moi, je me rappelle aussi on était dans un festival ensemble avec Dynasty et tout d'un coup on montrait la scène de Vivi en train de taguer et Dynasty qui se retourne vraiment, il me dit mais c'est génial ce sample, c'est trop bien. J'étais extrêmement ému que Dynasty me dise ça. C'était un moment, j'étais fier et ému qui dit ça. C'est les gens qui ont fait cette histoire du hip-hop, qui ont écrit cette musique, ils savent tellement qu'en fait, on peut pas bluffer. Quand on fait du hip-hop, t'as un micro dans la main ou alors t'as juste 2 disques dans les mains. Tu peux pas faire semblant de dire, ah, t'as pas, enfin, tout se sent, tout se voit, rien ne pardonne. Le moindre faux pas. Quand tu travailles, quand t'es exigeant, quand t'es humble, au sens que, voilà, au sens où tu prétends pas savoir ce que tu ne sais pas et dire ce que tu n'as pas, enfin, ce que tu ne sais pas, il y a du respect tout de suite. Donc en fait, sur la musique comme sur le reste, il y a eu beaucoup de respect et en tout cas beaucoup de dignité sur le rapport parce que je pense que les gens ont senti qu'en tout cas on avait tout donné pour faire ça du mieux possible, voilà, et avec beaucoup d'exigences. Ça va? Ça a complètement changé ma manière d'écrire, ma manière de penser la musique, de me sampler moi-même, de chercher des sons et de les resampler, de construire sur une répétitivité et de la faire évoluer au même temps. Et c'est oui, carrément, c'est une aventure qui a beaucoup changé ma manière de réfléchir à la composition, la composition à l'image et la composition de la musique tout court. Et c'est grâce à Elie Catel. Et je suis très très content et je les remercie vraiment beaucoup.